En 1986, 15 enfants sont montés à bord d'un bus scolaire pour une sortie scolaire et n'ont jamais été revus. Pas d'accident, pas d'épave, aucune trace. Mais près de 4 décennies plus tard, lorsqu'un bus oublié est retrouvé enterré au fond des bois du lago Amanessé, une survivante l'est aussi, et ce dont elle se souvient va révéler une vérité plus terrifiante que quiconque l'aurait imaginé auparavant. Avant de commencer, abonnez-vous pour aider à découvrir les histoires qu'ils ont essayé d'enterrer et assurez-vous qu'aucun nom ne reste oublié. Le brouillard s'était épais sur la province de Halcón Alto comme un couvercle que personne n'osait soulever. Il s'accrochait au pin, s'enroulait sous les lumières du porche et faisait taire le bruit des pneus sur l'asphalte. On pouvait conduire 1,5 km sans se rendre compte qu'on avait croisé sa propre enfance. C'est ainsi que les souvenirs disparaissaient ici, tranquillement et sans protestation. Il était un peu plus de 7 heures du matin lorsque l'appel est arrivé. La shérif adjointe Lucia Moral venait de verser son premier café lorsque la dépêche a crépité, découverte possible près de Lago Amancepiné. Une équipe de construction creusant pour une fosse septique avait déterré ce qu'elle pensait être un autobus scolaire. Les plaques correspondaient à une affaire classée depuis longtemps. Lucia se tenait figée dans le silence de sa cuisine, la tasse réchauffant sa paume. Son autre main se tendit machinalement vers le bloc-notes qu'elle gardait toujours près du grille-pain, mais elle n'avait pas besoin de l'écrire. Elle connaissait l'affaire par cœur, 15 enfants, dont un chauffeur de bus, avait disparu en 1986. C'étaient des élèves de l'école primaire Royal Hill, son école, sa classe, ses camarades de classe. Ce jour-là, elle avait eu le mal du pays à cause de la varicelle, et pendant près de 40 ans, elle avait porté cette étrange petite culpabilité comme une écharpe sous sa peau. Elle glissa le café intact dans l'évier, attrapa ses clés et quitta la maison sans fermer la porte à clé. Le trajet jusqu'au lac Amancé fut lent et silencieux, le brouillard atténuant le bruit et étirant le temps. Des pins se dressaient de chaque côté de l'étroite route à 2 voies, telles des sentinelles patientes. Lucia passa devant l'ancien poste de garde forestier, aujourd'hui abandonné, et s'engagea sur la route de service envahie par la végétation qui menait autrefois au camp de vacances nature où les enfants se rendaient. Elle se souvenait de leur excitation, la dernière sortie scolaire avant les vacances d'été, un lac, un foyer et de nouvelles cabanes construites par des bénévoles. Elle se souvenait des photos dans l'annuaire, des visages souriants pressés contre les vitres du bus, des enfants avec des Walkman, des sacs à dos de dessins animés, des appareils photo jetables. Elle se souvenait de tous. À son arrivée, l'équipe de construction avait déjà dégagé un périmètre. Le jaune du bus était visible par endroits sous la boue, terne, craquelée et à moitié écrasée sous le poids des années. Une pelleteuse se tenait immobile à côté de lui comme une bête coupable qui venait de déterrer une tombe. Madame, la salua le contremaître du chantier en retirant son casque, nous n'avons rien touché une fois que nous avons vu ce que c'était. Vous voudrez voir ça. Lucia hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Ils avaient suffisamment dégagé un côté du véhicule pour ouvrir la porte de sortie de secours. Une odeur aigre et terreuse flottait dans l'air, et à l'intérieur il y avait de la poussière, de la moisissure et la décomposition fragile du temps. Les sièges étaient toujours en place, certaines ceintures de sécurité attachées. Une boîte à lunch rose était posée sur le sol sous la 3e rangée. Une chaussure d'enfant gisait sur la marche arrière, couverte de mousse séchée. Mais pas de corps. Le bus était vide, ce qui rendait la situation encore pire, un monument creux, un point d'interrogation enfoui dans la terre. Lucia entra, ses bottes grinçant sur le sol déformé. L'air était vicié et lourd. En arrivant devant, elle vit une liste de classes collée au tableau de bord, à peine effacée, une liste de classes écrite de l'écriture joyeuse et bouclée de Señorita Dominguez, la maîtresse de classe qui avait disparu avec eux. 15 noms, tous âgés de 9 à 11 ans. En bas, quelqu'un avait griffonné un message d'une écriture différente, plus sombre et plus négligée, au marqueur rouge, nous n'avons jamais atteint le lago Amanessé. Lucia sortit du bus, l'air était plus froid. Quelque part derrière elle, un oiseau cria, mais cela ressemblait plus à un avertissement qu'à une salutation. Elle se tourna vers le chef de chantier, la voix neutre, bouclait la zone. Personne ne touche à quoi que ce soit d'autre jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'État.
Oui, madame. Elle regarda le bus, encadré par les pins et le silence. Ils étaient censés être partis pendant 2 jours, mais ils ne sont jamais revenus. Et maintenant, après presque 4 décennies, le bus était revenu sans eux. Mais quelqu'un était resté ici assez longtemps pour écrire ce mot, assez longtemps pour laisser un message. L'ancien bâtiment de la Provincia de Halcon Alto Record sentait le moisi et le nettoyant au citron. Ses ventilateurs de plafond tournaient paresseusement, comme s'ils attendaient que le reste du comté les rattrape. Lucia se tenait au comptoir, ses doigts tambourinant sur le bois tandis que l'employé récupérait une boîte aux archives. 20 minutes s'étaient écoulées depuis son départ du site de bus, mais sa main était encore sale et poussiéreuse. Nous y sommes, dit le greffier en faisant glisser le dossier vers l'avant avec ses 2 mains, sortie scolaire 6B, École élémentaire Royal Hill, 19 mai 1986. Scellé après 5 ans. Aucune mise à jour. Lucia hocha la tête et porta la lourde boîte jusqu'à un bureau latéral. Elle ouvrit lentement le couvercle, comme si elle avait peur que quelque chose en sorte. À l'intérieur se trouvaient des photos des enfants, des listes de classes photocopiées, une liste d'objets personnels qui auraient été emportés pour le voyage, et tout en bas, un rapport tamponné en rouge, personne disparue présumée perdue, aucune preuve d'acte criminel. Ce tampon hantait la ville depuis des décennies, aucune preuve, aucun acte criminel, aucun enfant. Mais Lucia avait toujours soupçonné qu'il y avait plus. Tout le monde l'avait fait. Le chauffeur de bus s'appelait Carlos Duran, un employé à temps partiel récemment embauché, à peine contrôlé. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, et aurait quitté la ville peu après la disparition. Il n'a jamais été retrouvé. Puis il y avait l'enseignante remplaçante, Madame Dominguez était malade cette semaine-là, à sa place, Monsieur Avila, une femme dont personne ne se souvenait avoir embauché. Les registres indiquaient son adresse, mais c'était maintenant un terrain envahi par la végétation à la périphérie de la ville. On ne l'avait plus jamais revu non plus. Lucia se renversa dans son fauteuil, les yeux fixés sur la photocopie de la photo de classe. Elle se souvenait encore de leur nom, de leur rire dans les couloirs, de leur petit sac à dos qui se balançait tandis qu'elle filait vers le bus jaune sur le parking. Elle passa le doigt sur un visage en particulier, Nuria Caljao de grands yeux verts, une dent manquante et un ruban rose noué dans les cheveux. Nuria habitait alors 2 maisons plus loin que chez Lucia. Elle partageait des glaces sur le trottoir chaque été. La photo lui fit mal à la poitrine. Jusqu'à ce qu'un coup la ramène au présent. L'adjoint Harris se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Shérif, vous devez voir ça. » Ils étaient à l'hôpital 15 minutes plus tard. Une femme avait été retrouvée par un couple de pêcheurs, à 800 mètres du site de fouille. Elle était pieds nus, vêtue de vêtements en lambeaux qui ne correspondaient à aucune marque locale. Elle était déshydratée, mal nourrie et à peine consciente, mais elle était vivante. L'infirmière a arrêté Lucia devant la salle d'examen. Son état est stable. Pas de pièce d'identité. La trentaine. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a 12 ans. Nous pensions que c'était un traumatisme, jusqu'à ce qu'elle nous donne son nom. L'infirmière tendit un presse-papier à Lucia. Les mots défilaient en haut, d'une écriture tremblante, Nora Kelly. Les genoux de Lucia ont failli céder. Elle dit qu'elle était en sortie scolaire, a ajouté doucement l'infirmière, et qu'elle essaie de rentrer chez elle depuis. La femme à l'intérieur de la pièce s'assit lentement. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, son visage tiré et pâle. Mais les yeux, ils étaient reconnaissables entre mille. Verts, grands. Lucia s'arrêta au pied du lit. Nuria. La femme cligna des yeux, les larmes aux yeux. Tu as vieilli, murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Lucia sentit sa gorge se serrer. Tu te souviens de moi. Nuria hocha la tête. Tu as eu la varicelle. Tu étais censé venir aussi. Des larmes brûlaient dans les yeux de Lucia tandis qu'elle marchait lentement vers la chaise à côté du lit et s'asseyait, trop abasourdie pour parler. Personne ne s'en souviendrait, murmura Nuria. Que personne ne viendrait. Qui t'a dit ça, demanda doucement Lucia.
Nuria regarda par la fenêtre, puis se retourna, la voix basse, on n'est jamais arrivé au lac Amaneset. Le soleil avait déjà disparu derrière les arbres quand Lucia est retournée au bureau du shérif. La lumière dorée filtrait à travers les stores, dessinant de longues rayures sur son bureau. Elle ne s'assit pas, elle resta plantée devant le tableau blanc qu'elle avait débarrassé le matin même. Il contenait maintenant 15 noms, punaisés en 2 colonnes bien nettes. Au-dessus, au marqueur rouge, lac donne sortie scolaire le 19 mai 1986. Ci-dessous, un nouveau titre, Nuria Kalja a survécu, revenu. Elle a entouré le nom de Nuria, puis a ajouté, trouvé le 5 mai 2025, près du site de Lago Amaneset. Semble avoir vieilli normalement. Je pense qu'elle a 12 ans. Aucun souvenir des événements survenus après le départ du bus de l'école. On n'a jamais atteint le lac Amaneset. Lucia expira lentement. Quelque chose n'allait pas. Si Nuria avait été en vie tout ce temps, où était-elle passée? Et les autres? À 21h, Lucia était de retour à l'hôpital. Les médecins avaient effectué des examens de base, aucun signe de blessure, hormis l'exposition au soleil, la déshydratation et un traumatisme psychologique. Son ADN était en cours d'analyse, mais Lucia n'avait pas besoin de ce test. C'était elle en était sûre. Nuria avait été transférée dans une aile plus calme. Quand Lucia entra, elle la trouva recroquevillée sous une couverture, fixant un petit gobelet en papier rempli d'eau sur le plateau. « Rebonjour », dit doucement Lucia. Nuria leva les yeux, son visage affichait encore la fragilité décharnée de quelqu'un trop longtemps isolé du monde, mais sa voix était plus claire. « Tu me crois, n'est-ce pas ? » « Je le veux », répondit Lucia. Nuria esquissa un sourire triste. « La plupart ne le font pas », Lucia s'assit. « Puis-je te demander quelque chose ?» Nuria hocha la tête. « Tu te souviens du trajet en bus ?» Nuria baissa les yeux. Ce n'était que le début. Le chauffeur ne parlait pas beaucoup, ce n'était pas notre type habituel. Et il y avait quelqu'un d'autre, un homme qui attendait à la bifurcation. Lucia se pencha en avant. Tu te souviens à quoi il ressemblait? Pas vraiment. Je crois qu'il avait une barbe. Je me souviens juste de ce qu'il a dit. Ça c'était quoi? La voix de Nuria se réduisit à un murmure. Il a dit que le lac n'était pas encore prêt pour nous, qu'il faudrait attendre. Lucia sentit le froid lui monter au bras. Il est monté dans le bus, dit Nuria, et puis, je ne sais pas. Je me suis réveillée dans une grange, mais ce n'était plus une grange, c'était comme une maison. Sauf que les fenêtres étaient bouchées et les horloges étaient toutes à l'heure. Que veux-tu dire? Il disait toujours que c'était mardi, même quand ce n'était pas le cas. Il ne nous laissait pas parler d'avant. On devait utiliser de nouveaux noms. Lucia essaya de garder un visage neutre. Qui sont-ils? Nuria déglutit. Au début, ils étaient 2, une femme et un homme. Elle l'appelait Monsieur Avery. Je ne sais pas si c'était son vrai nom. Elle a disparu au bout de quelques mois, je crois qu'elle est tombée malade. Sais-tu où se trouvait la grange? Nuria secoua la tête. Ils nous déplaçaient parfois en camionnette. On n'avait pas le droit de regarder dehors. Il disait que les gens nous avaient oubliés, que c'était mieux ainsi. Lucia resta assise dans un silence stupéfait. Certains autres, ils ont oublié l'école, la maison, dit Nuria. Mais pas moi. Je ne l'ai jamais fait. Lucia fouilla dans la poche de son manteau et glissa quelque chose sur le plateau, une photo décolorée de l'album de fin d'année. Nuria la ramassa et la fixa. C'est moi, murmura-t-elle, et voici Carlos et Maria. Elle s'arrêta, les yeux remplis de larmes. Tu as gardé ça? Lucia hocha la tête. Je n'ai jamais arrêté. Nuria serra la photo contre sa poitrine. Plus tard dans la soirée, Lucia était assise seule dans son camion garé devant la vieille grange Halstead, sur le Camino de la Frontra. Elle se souvenait de la description de Nuria concernant les horloges, la façon dont les fenêtres étaient barricadées. Cette grange avait appartenu à un homme nommé Frank Avery,
il était décédé en 2003, mais il avait un fils nommé Martin Avery, dont la dernière adresse connue était inconnue. Lucia descendit du camion et fixa la silhouette de la grange au clair de lune. Le vent bruissait dans l'herbe, une porte mal fixée grinçait doucement. Elle se dirigea vers le côté du bâtiment, sa lampe de poche projetant de longues ombres sur le bois sec. Quelque chose brillait près du bas du mur de la grange. Elle s'accroupit et le trouva, un petit bracelet emmêlé dans les mauvaises herbes. En plastique, d'un violet délavé, gravé d'une écriture majuscule le nom d'un enfant, comme. Lucia retint son souffle. Kimi Ling, l'une des 15, était une fille calme et artistique qui adorait les dessins animés et écrivait son nom partout. Lucia se leva lentement, le cœur battant. Le bracelet était toujours dans la main de Lucia lorsqu'elle revint au poste peu après minuit. Elle n'alluma pas les plafonniers, seule la lampe de son bureau projetait une lumière ambrée sur la surface. Le reste du bureau resta silencieux et immobile. Elle plaça le bracelet à côté de la photo de classe, l'alignant avec le visage de Kimi Ling 10 ans, lunettes, passionné de dinosaures et maintenant celui-ci, retrouvé près d'une grange liée à un homme sans adresse actuelle. Lucia décrocha son téléphone fixe et appela l'unité des affaires non résolues et disparues du Texas. Elle laissa un message détaillé demandant un rapport complet sur Martin Avery et ses derniers associés connus. Elle n'attendait pas de réponse avant demain matin, mais quelque chose se tramait, et elle ne pouvait pas dormir avec des fantômes qui se pressaient aux fenêtres. Au lever du soleil, le chantier de fouille du lago Amansé vibrait d'une urgence silencieuse. Une plus grande partie de la terre autour du bus enfoui avait été dégagée, et une deuxième équipe de l'unité de préservation historique de l'État était arrivée pour documenter les fouilles, non pas tant pour son histoire, mais pour ce qu'elle représentait désormais. Lucia se tenait près de la sortie de secours, les bras croisés, observant les techniciens médico-légaux inventorier chaque centimètre carré de la coquille creuse. Elle avait à peine dormi, son esprit était trop agité par les souvenirs et le malaise. « Shérif », appela l'un des enquêteurs en soulevant une pochette scellée contenant des preuves. « Vous allez vouloir voir ça. » Elle s'approcha. Le technicien, un homme d'une quarantaine d'années portant des lunettes carrées et une voix douce, tenait soigneusement la pochette en plastique. À l'intérieur se trouvait une photographie, légèrement gondolée sur les bords, mais pas aussi vieillie qu'elle aurait dû l'être. Lucia fronça les sourcils. Où était-il coincé? Derrière le panneau métallique au-dessus de la lunette arrière gauche. Il semblait avoir été placé récemment. Honnêtement, elle prit la photo et l'examina. On y voyait un groupe d'enfants, peut-être 8 ou 9 debout devant ce qui ressemblait à un petit bâtiment en bois, une grange, un pavillon, difficile à distinguer. Le bardage était usé, les fenêtres condamnées. L'expression des enfants était étrange, vide. Ni effrayé, ni souriant, juste absent. Quelques visages étaient reconnaissables: Maria, Camila, Carlos et là, au centre, Nuria, ses yeux verts écarquillés mais vides. Mais l'estomac de Lucia se serra lorsqu'elle remarqua autre chose. Derrière les enfants, à peine visible dans l'ombre de la porte, se trouvait un homme, grand, barbu, le visage en grande partie masqué par un chapeau à large bord. Elle retourna la photo. Il y avait écrit au dos, « Les élus, 2e année ». Pas de date, pas de lieu, juste ces mots. De retour à la gare, Lucia déposa la photo à côté du carnet fantôme et de sa collection grandissante de noms et de fragments. 2e année, signifiait qu'ils avaient été retenus plus longtemps qu'elle n'osait l'imaginer. Elle ouvrit une carte du comté et commença à recouper toutes les propriétés appartenant aux Avery, les bâtiments abandonnés et les anciens sites religieux de la région. L'un d'eux attira son attention, le Campamento Ribralta, une ancienne résidence d'été pour enfants, achetée en 1984 par une fiducie familiale privée. Les registres fonciers avaient été effacés. La propriété était restée hors réseau depuis le début des années 90, elle se trouvait à la lisière de la forêt nationale, à 50 km de la gare routière. Lucia l'entoura d'un cercle rouge. Cet après-midi-là, elle apporta la photo à Nuria. Dès que l'image toucha ses mains, Nuria sursauta, ses doigts tremblèrent. C'était après le premier hiver, dit-elle doucement. On nous faisait poser une fois par saison pour montrer nos progrès. Elle leva les yeux,
les larmes aux yeux. Ce bâtiment, c'est là qu'ils nous ont gardés le plus longtemps. Tu sais où il est? Nuria secoua lentement la tête. On n'avait pas le droit de sortir sans bandeau, mais je me souviens des bruits, une rivière, un sifflement au coucher du soleil, et l'air ça sentait toujours le pain brûlé. L'esprit de Lana s'emballa. Le campamento Ribralta devait son nom à sa proximité avec un méandre de rivière, et un train de bois traversait autrefois cette région. Son sifflement résonnait à des kilomètres au crépuscule. « Reconnaissez-vous cet homme » demanda Lucia en désignant la silhouette ombrée sur la photo. Nuria hésita. « Ce n'est pas Monsieur Avery, murmura-t-elle. C'est quelqu'un de pire. » Pire? On l'appelait Padre Elias, mais ce n'était pas un prêtre. Il aimait juste ça. Lucia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que lui est-il arrivé? Nuria fixa la photo. Je ne sais pas. Il a arrêté de venir un jour, après la CE1. Puis on a déménagé à nouveau autre endroit, nouvelle règle. Certains n'ont pas survécu. Elle s'interrompit, la voix brisée. Certains ont oublié leur nom. Lucia posa doucement la main sur celle de Nuria. Tu n'as pas oublié, dit-elle. Tu es revenu. Nuria hocha la tête d'un air fragile. Mais ils sont toujours là, certains. Je le sens. Les autres? Elle regarda Lucia droit dans les yeux. Ils ne veulent pas être retrouvés. Cette nuit-là, Lucia roula vers le nord en direction du campamento Ribralta. La route se rétrécit en gravier et les arbres se densifièrent comme des murs. Le brouillard s'accumulait au ras du sol, s'enroulant entre les racines et les vieux poteaux de clôture. Ses phares illuminaient un panneau en bois délavé, à moitié englouti par les vignes, retraite pour jeunes Riverview. Terrain privé. Elle se gara au bord de l'ancienne limite de propriété et sortit. Le silence était absolu, pas d'oiseaux, pas de bruissement de vent, juste le murmure d'une eau lointaine. Peut-être une rivière. Lucia prit une lampe de poche et suivit le sentier envahi par la végétation. À mi-chemin, elle aperçut le bâtiment de la photo. Son toit était affaissé, le porche était pourri, mais les murs étaient du même bardage en bois, noircis aux angles. Les fenêtres étaient condamnées de l'intérieur. Elle s'approcha lentement. Juste avant de franchir le seuil de la véranda, elle se figea. Dans la terre, il y avait des empreintes de pas fraîches, de petites empreintes d'enfants. Lucia prit son arme d'une voix basse et prudente. « Allô? Quelqu'un ?» Le silence, puis quelque part à l'intérieur du doux grincement du plancher et un murmure ou une voix d'enfant, à peine audible dans le noir. « Tu n'es pas censé être ici. » La main de Lucia serra plus fort la lampe torche tandis qu'elle s'avançait lentement sur le porche déformé. Le bois gémit sous son poids, mais résista. Elle passa devant ce qui avait été une table, maintenant brisée et renversée contre un mur. Il y avait quelque chose en dessous, elle s'accroupit. Une boîte en métal, rouillée sur les bords mais intacte. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des papiers, jaunis et humides, mais sur le dessus, une mince pile de polaroïdes reliés par un élastique. Elle les sortit. Des enfants, encore, mais sans pose. Elles étaient prises sur le vif, sous des angles qui les faisaient se sentir mal à l'aise. Certains dormaient, d'autres mangeaient. L'un d'eux pleurait dans le coin d'une étroite pièce sans fenêtre. Chaque photo portait un nom écrit au dos, mais pas leur vrai nom, Colombe, Gloire, Silence, Obéissance. La dernière photo était différente, une enfant debout, seule près d'un arbre, le visage détourné, mais son bras gauche visible. Lucia vit ce qu'elle devait voir, un bracelet en plastique violet, le même que celui qu'elle avait trouvé près de la grange. « Camilla » murmura-t-elle, puis elle retourna la photo. Désobéie. Soudain, un léger ruisseau retentit derrière elle. Lucia se leva vivement, sa lampe torche éclairant la pièce. « Allô » cria-t-elle. « Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis là pour aider. » Silence, puis doucement depuis le deuxième étage au-dessus, « Tu n'es pas comme eux. » Lucia se tourna vers l'escalier, vieux et fragile, mais toujours solide.
Elle gravit lentement chaque marche, le souffle court, la main près de son arme de poing. Arrivée au dernier palier, elle s'arrêta. Une des portes au fond du couloir était entr'ouverte, laissant entrevoir une faible lueur de bougie. Elle s'en approcha. À l'intérieur, l'air était plus chaud, quelqu'un était passé. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants, au fusain et au crayon, bruts mais réfléchis. Elle les parcourut du regard, le cœur battant. Un dessin représentait une rangée d'enfants marchant dans les bois, un autre, un homme sans visage, les bras tendus comme des ailes, un troisième représentait un bus scolaire enflammé, au sol, une rangée de petites pierres tombales identiques. Lucia recula, prise de vertige, sa lampe tremblant dans sa main. Puis elle entendit à nouveau cette voix, douce et proche, ils nous ont dit de ne pas dessiner, mais nous l'avons fait quand même. Elle se retourna et le vit un garçon d'un accent grave peine 10 ans, debout pieds nus dans l'embrasure de la porte. Les yeux sombres, les cheveux hirsutes, pâle et clairsemés, la joue maculée de terre. « Qui es-tu » demanda doucement Lucia en baissant la lampe de poche. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Puis, on m'appelait Joël. Mais ce n'était pas mon nom. Lucia s'accroupit, la voix posée. Tu te souviens de ton vrai nom? Il hésita, puis secoua la tête. Ils l'ont pris. Elle hocha lentement la tête. C'est bon. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir maintenant. Es-tu là, pour m'emmener? Je suis là pour t'aider, dit doucement Lucia. Tu es seul, Joël? Il regarda le sol. Non. Il désigna derrière elle le mur derrière les vieux lits superposés en métal. Lucia se leva et suivit son regard. Là, légèrement gravé dans le plancher presque recouvert de poussière se trouvaient d'autres noms. Mais ils n'étaient pas gravés à la main, ils avaient été gravés dans le bois par la chaleur, le temps ou quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le bois autour d'eux était brûlé, et en dessous, à l'encre noire, était écrit « Nom que nous ne devons pas oublier ». Il y avait 12 noms. 3 étaient entourés et les autres barrés. Lucia était assise avec Joël à l'arrière de son SUV. Le garçon, enveloppé dans une épaisse couverture, était silencieux, hormis le léger bruissement du film thermique de secours qui se froissait à chaque mouvement. Ses yeux gris, distants et bien plus vieux que ceux d'un enfant de 10 ans fixaient la fenêtre comme s'il attendait que quelque chose surgisse des arbres. Il n'avait pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Il n'avait pas demandé où ils allaient. Il n'avait pas demandé pourquoi elle était venue. Une seule chose semblait l'intéresser, les autres reviennent aussi. Lucia n'avait pas répondu parce qu'elle ne savait pas. À la gare, elle le conduisit gentiment dans le bureau du fond, un bureau qu'elle fréquentait rarement, et ferma les stores. Une assistante sociale locale était en route, mais Lucia avait insisté pour être la première à lui parler. Elle lui apporta une brique de jus, un vieux sweat à capuche en laine et une série de photos qu'elle avait imprimées à partir de l'album de fin d'année original plastifié et décoloré par le temps. Joël était assis, les photos sur ses genoux. Il passa un petit doigt sur chaque visage. « Je me souviens d'elle », murmura-t-il. « C'est Maria. » Puis il en tapota un autre, et lui. Sergio. Il avait toujours des ennuis, il n'était pas doué pour rester silencieux. Il en désigna un autre, le visage d'enfance de Lucia. « Tu étais censé venir. » Elle sourit faiblement. C'était vrai. Mais je suis tombé malade. Joël pencha la tête. Quelle chance! Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'équipe médico-légale. Appelés à la découverte, ils avaient trouvé une autre photo enfouie sous le plancher arrière du bus. Celle-ci, partiellement brûlée, montrait 4 enfants assis autour d'un feu de camp. L'un d'eux, face à l'objectif, avait la peau foncée et les cheveux courts. Dans le coin inférieur, il était écrit au marqueur « Il est resté, il a choisi de rester ». Lucia fixa la photo. Quelque chose la tira sur le bord de sa mémoire. Elle consulta à nouveau la vieille liste, repassant mentalement chaque nom jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur un seul, Adrián Delgado, 11 ans au moment du voyage calme, brillant, un joueur d'échecs doué, toujours en train de lire des livres bien au-dessus de son niveau.
Elle a consulté la base de données du comté. Un certain Al Delgado était inscrit au service d'électricité de la ville. Il était âgé de 49 ans et n'avait aucun dossier scolaire antérieur à 1990. Il avait emménagé à Olmsted en 2004 et vivait seul dans une caravane à l'extérieur de la ville, sans aucun proche. Lucia se leva et se dirigea vers la caravane. Elle était perchée au bord d'un terrain gravillonné, à moitié enfoui sous les aiguilles de pin. La porte rouillait sur ses gonds, et une ampoule au-dessus du porche clignotait faiblement. Elle frappa une fois, sans réponse. Elle frappa de nouveau, cette fois, une voix basse et calme répondit, « Je savais que quelqu'un finirait par venir. » La porte s'ouvrit sur un homme plus âgé que son âge, des mèches grises aux tempes, le regard perçant et indéchiffrable. Il portait une chemise simple, une veste en flanelle et un jean de travail, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir immobile, comme quelqu'un qui attend son jugement. « Adrian Delgado » demanda Lucia. Il ne répondit pas tout de suite, puis hocha la tête. « Je me souviens de toi, » dit-il doucement. « Tu portais des tresses et une veste en jean rapiécé. » Lucia cligna des yeux. « Tu te souviens de moi. On était dans la même classe, » poursuivit-il. « Tu avais un sac à dos vert avec une fermeture éclair argentée qui se coinçait toujours. » Son cœur fit un bond. « Pourquoi n'as-tu pas osé te manifester ?» Adrian s'écarta. L'intérieur de la caravane était d'une propreté méticuleuse, mais épurée. Un échiquier était posé sur une petite table basse, et des étagères bordaient les murs, chacune remplie d'ouvrages sur la psychologie, la mémoire et le comportement de groupe. « J'ai quitté le sanctuaire en 1991, » dit Adrian en s'asseyant prudemment au bord du canapé. « J'avais 16 ans. Ils m'ont laissé partir, ils t'ont laissé partir. C'est moi qui suis resté quand d'autres ont tenté de s'échapper, celui qui les a aidés à maintenir l'ordre. J'y ai cru longtemps. Je pensais que j'étais en sécurité là-bas. » Lucia s'assit en face de lui et l'écouta. « Mais les choses ont changé, » poursuivit-il. Après la 4e année, le groupe s'est scindé. Elia a disparu, les autres ont commencé à se rebeller. Maria s'est enfuie, Carlos a tenté de riposter. Je suis resté, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais peur de l'extérieur. La voix de Lucia était ferme. Tu aurais pu aider à les retrouver. On m'a dit que le monde nous avait oubliés, que nos familles étaient parties, admit Adrian, la voix légèrement brisée. Quand je suis finalement parti, je ne savais pas faire autrement que de me taire. Il la regarda. Mais si tu es là maintenant, quelqu'un d'autre a dû revenir. Lucia hocha la tête. Nuria, dit-elle. Les yeux d'Adrian vacillèrent. Elle s'en souvenait, murmura-t-il. Après tout ce temps, elle n'a jamais oublié. Adrian détourna le regard vers la fenêtre, où le crépuscule commençait à peine à toucher la cime des arbres. Je sais où les autres pourraient être, dit-il. Du moins, là où ils ont été envoyés après les incendies. Les mains d'Adrian se crispèrent. Il y a eu une révolte, des enfants plus âgés ont incendié une partie du sanctuaire. Le groupe s'est dispersé. Les plus jeunes ont été déplacés, séparés, cachés sous de nouveaux noms. Ils ont enterré la vérité dans les bois. Mais je peux vous y emmener. Cette nuit-là, Lucia retrouva Nuria dans sa chambre d'hôpital et lui montra la photo du garçon près du feu. Elle en eut le souffle coupé. Elle la fixa comme si elle voyait un fantôme. Il est resté, murmura-t-elle. On le croyait parti, mais il est resté et ils l'ont écouté. Elle leva les yeux. Tu crois qu'il se souvient de nous? Lucia hocha lentement la tête. Il se souvient de tout. La forêt semblait différente maintenant, ni sauvage ni libre, mais vigilante, comme si elle se souvenait de ce qui s'était passé ici. Les feuilles bruissaient, mais l'air était immobile. Chaque pas de Lucia sur les 3 sentiers derrière Adrian Delgado agitait le silence comme de la poussière. Il n'avait pas dit un mot durant le dernier kilomètre, il marchait seulement avec une urgence silencieuse, les mains dans les poches de sa veste, les yeux fixés sur le sentier. Nuria n'était pas venue, son corps était trop faible, ses souvenirs trop vifs.
Mais Lucia avait promis d'y aller, de voir ce qui restait et de tenter de retrouver ceux qui n'étaient pas là. Elles atteignirent une petite clairière peu après l'après-midi, entourée de pins majestueux. Une structure à moitié effondrée s'appuyait contre la colline, son toit effondré et des lianes s'enroulaient à travers la charpente, comme si la nature reprenait possession de ce que l'homme avait caché. C'était le sanctuaire originel, dit doucement Adrian. Le premier site, l'endroit où on nous a emmenés après le détournement du bus. C'était plus grand autrefois, 4 cabanes, un pavillon et 2 cellules souterraines. Lucia marqua une pause. Des cellules, acquiesça-t-il lentement. On les appelait des salles de réflexion, mais ce n'étaient que des fosses, pas de lumière, pas de bruit, juste le son de nos propres pensées jusqu'à ce qu'elles perdent tout sens. L'estomac de Lucia se retourna. Ils ont mis des enfants là-dedans? Maria, Camilla, Nuria, une fois pour avoir prononcé le mot « école ». J'ai laissé faire, sa voix se brisa. Je n'ai rien empêché. Je croyais que c'était notre seule chance de survivre. Lucia prit une grande inspiration et pénétra dans les ruines. À l'intérieur, une légère odeur de moisi et de cendres persistait. Des planchers calcinés et des meubles cassés gisaient éparpillés, mais dans un coin, à l'abri d'une poutre effondrée, se trouvait quelque chose d'intact. Un ensemble de 3 petits casiers, rouillés mais toujours debout. Adrian la rejoignit. C'était à nous, dit-il. Ils nous ont fait garder seulement ce qu'ils nous donnaient, des livres vierges, des uniformes, une cuillère. Mais certains d'entre nous ont caché des bribes de ce qu'ils étaient. Lucia ouvrit le premier casier vide. Le deuxième contenait un bocal contenant seulement une chaussure déchirée et un crayon fondu. Mais le troisième, il y avait quelque chose. Elle sortit délicatement un paquet enveloppé dans du tissu et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un lecteur de cassettes fêlées, un bracelet d'enfant et un dessin soigneusement conservé sous plastique. Il représentait une fille debout sur une colline sous la pleine lune, elle portait un ruban rouge et tenait dans sa main une pancarte. 3 mots étaient écrits dessus, nous sommes toujours là. Lucia s'agenouilla, le dessin sur ses genoux. Ce n'était pas seulement une supplication, c'était une déclaration. Adrian s'accroupit à côté d'elle. C'est Nuria qui a dessiné ça, dit-il. Je me souviens de la veille de sa fuite. Lucia murmura, tu as dit qu'ils avaient dispersé les autres. Où? Il désigna la crête derrière le vieux sanctuaire. Il y a un deuxième sentier caché. C'est là qu'ils ont déplacé les plus jeunes quand l'incendie a éclaté. Ils ne l'appelaient plus sanctuaire, comment l'appelaient-ils? Les yeux d'Adrian s'assombrirent. Havre. 2 heures plus tard, Lucia se tenait au sommet de la crête. Le soleil commençait à décliner, projetant de longs rayons à travers les arbres. Devant elle, partiellement camouflée par la mousse et le temps, se dressait une structure en béton construite à flanc de colline. Il n'y avait aucun panneau, aucun marquage, aucun sentier, seule une porte en acier rouillée sur ses gonds. Adrian s'en approcha lentement. C'est ici qu'ils emmenaient ceux qui étaient trop jeunes pour questionner ou trop brisés pour résister. C'était plus calme, plus froid. Ils n'enseignaient plus, ils observaient simplement. Ils appelaient ça, regarder les fruits mûrir. Je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire à l'époque, mais c'était une question de contrôle, d'attente. Demanda Lucia doucement. Adrian détourna le regard. L'obéissance. Pour l'oubli total. Il posa la paume de sa main sur le métal froid. Il y a une pièce à l'intérieur, scellée. La dernière fois que je l'ai vu, il l'appelait le jardin. Pas de lumière, juste des voix. Ils ont obligé certains d'entre nous à y rester jusqu'à ce qu'on cesse de demander à partir. Lucia frissonna et força la porte avec un cric de secours de son camion. L'air intérieur était humide et immobile. Le faisceau de sa lampe de poche balayait les sols en ciment, les murs tachés d'eau et les meubles cassés. Des rayures jonchaient les murs, des noms, des symboles, de courts messages gravés avec des ongles, des clés, ou pire. Mais ce qui arrêta net Lucia, ce fut une petite porte à droite. Une plaque était accrochée de travers au-dessus, le seul mot inscrit était « Jardin ».
Elle se tourna vers Adrian. Il hocha lentement la tête. Certains sont encore en vie, shérif, dit-il doucement. Je ne sais pas où, mais je le sais au plus profond de moi. Il recula d'un pas, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Je les entends dans mes rêves, s'appelant par des noms qu'ils n'étaient pas censés prononcer. De retour à l'hôpital, Nuria se réveilla peu après minuit, le cœur battant et le souffle court. Les néons clignotaient doucement au-dessus d'elle lorsqu'une infirmière entra, surprise par son expression. « D'accord, ma chérie ?» Nuria la fixa du regard. « J'ai fait un rêve, » murmura-t-elle, mais ce n'était pas le mien. L'infirmière se pencha plus près. Il y avait une pièce, continua Nuria, sans lumière, avec des murs froids et quelqu'un qui chuchotait. Elle déglutit difficilement. Il disait mon nom. Le jardin n'était pas une pièce, c'était le vide. Lucia se tenait juste derrière le seuil, le faisceau de sa lampe torche tremblant en perçant l'obscurité épaisse. Les murs étaient proches, le plafond bas, et l'air épais et immobile comme s'il n'avait pas été respiré depuis des décennies. Pas de meubles, pas de fenêtres, juste du béton. Mais l'odeur, ce même léger mélange de terre humide, de vieux métal et d'autres choses, plus subtiles, presque sucrées, fit s'arrêter Lucia. Derrière elle, Adrian restait devant la porte, refusant d'entrer. Il avait dit que les enfants n'étaient pas seulement gardés ici, ils y étaient rééduqués, obligés de rester assis en silence pendant des heures, on leur disait de murmurer des prières qui n'en étaient pas, on leur apprenait à oublier le son de leur propre nom. Lucia scruta la pièce. Les murs étaient couverts de marques, pas seulement des noms cette fois, mais des comptes, des centaines, peut-être des milliers, chacune gravée à la suite, comptant quelque chose, le temps, les jours, les punitions. Dans le coin le plus éloigné, son rayon éclaira le bord de quelque chose enfoui sous la poussière et le plâtre brisé. Elle s'agenouilla avec précaution et le dégagea, un petit enregistreur, du genre de ceux utilisés par les journalistes ou les enquêteurs. Cabossée, la bande magnétique à l'intérieur était presque désintégrée. Elle la retourna. Gravée dans le plastique avec une épingle ou un clou, pour ceux qui se souviennent. Elle la glissa dans un sac à preuves, la main soudain tremblante, car ce n'était pas une relique abandonnée par curiosité, mais un message que quelqu'un voulait faire entendre au commissariat. Lucia fit appel à l'équipe technique pour restaurer soigneusement la cassette. Cela prit des heures, mais en début de soirée, la bande était prête à être écoutée, une seule fois où elle était trop fragile pour être répétée. Elle demanda à être seule pour la réécouter. Les lumières étaient tamisées, la pluie s'était mise à tambouriner contre les vitres de la station. Elle appuya sur lecture. Des parasites, puis une voix, faible et faible. Voici Nuria. Je crois, je ne sais plus. Il fait sombre. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis ici, mais je crois me souvenir de l'école. Je crois que j'avais un frère. Lucia s'est assise en avant. Ils ne nous laissent pas dire nos vrais noms. Ils disent que c'est comme ça que le monde vous trouve. Mais je les écris quand même, même si c'est juste dans ma tête. Une longue pause. Si quelqu'un trouve ça, ne le croyez pas quand il dit que nous nous sommes enfuis. Ce n'est pas vrai. On nous a enlevés. On nous a transformés en quelqu'un d'autre. Une autre pause. Mais je ne suis pas parti, pas encore. La bande a cliqué. Lucia resta assise en silence, le pouls battant. La cassette était ancienne, la voix n'était pas celle de Nuria. La voix était plus jeune, plus hésitante, mais indéniablement celle de Camilla Leone. Ce soir-là, elle apporta l'enregistreur à Nuria à l'hôpital. Pendant qu'elle écoutait la cassette, Nuria se couvrit la bouche. « Je m'en souviens », murmura-t-elle. « Je m'entraînais à chanter, comme si j'avais envie qu'un jour quelqu'un l'entende correctement. J'essayais de tenir le coup. » Lucia dit doucement, elle n'a jamais abandonné. Nuria hocha la tête. Elle n'avait jamais abandonné, même lorsque les autres commençaient à s'estomper. Elle prit la cassette, puis s'arrêta. Elle est vivante, dit-elle doucement. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Lucia n'a pas discuté,
car la voix ne ressemblait pas à celle de quelqu'un à la fin, elle ressemblait à celle de quelqu'un qui attendait. Le lendemain, Adrian tendit à Lucia une carte, dessinée de mémoire. Il indiqua un endroit à l'extrémité du bois, juste au-delà de la deuxième crête. Une trappe était cachée dans les racines d'un arbre fendu par la foudre. Il l'utilisait pour déplacer des gens sans être vu. « Tu crois qu'il est toujours là ?» demanda Lucia. « S'ils étaient intelligents, » dit Adrian, et ils l'étaient. Quelques heures plus tard, Lucia et son équipe s'enfonçaient dans la forêt dense. Le ciel était couvert, les branches épaisses au-dessus de nos têtes. Chaque brindille cassée résonnait comme un avertissement. Ils trouvèrent l'arbre, un grand cèdre, creusé près de la base, dont le tronc avait été fendu il y a des décennies et noirci d'un côté par la foudre. Soigneusement dissimulée derrière des broussailles et des pierres, une trappe métallique rouillée. Ils la forcèrent. Un étroit tunnel s'enfonçait dans la terre, l'air froid s'en échappait comme un soupir. Lucia les ouvrit pour descendre la vieille échelle. Ce qu'ils découvrirent en contrebas n'était pas seulement un tunnel, mais un réseau de couloirs, de chambres, de couchettes, de caisses, tous abandonnés mais trop intacts pour être confortables. Puis ils atteignirent une porte, usée, doublée de bois, mais hermétiquement fermée. Elle frappa une fois. Silence. Puis, derrière la porte, quelque chose racla à un pas. Lucia colla son oreille au bois et l'entendit. Est-ce que c'est enfin possible de parler à nouveau? Lucia resta figée dans le tunnel, le souffle coupé. La voix derrière la porte était faible, rauque, et chargée de quelque chose qui la frappait plus fort que la peur, l'espoir. Elle s'avança et frappa à nouveau. Bonjour. Je m'appelle Lucia. Je suis shérif. Vous êtes en sécurité maintenant. Un autre silence. Puis ils dirent, on ne pouvait pas partir tant que personne ne se souviendrait de nous. Lucia fit signe à l'adjoint derrière elle de l'aider à ouvrir la porte. Les gonds grincèrent tandis qu'il l'ouvrait à coups de pied de biche. La poussière se déversa en épais nuages. L'air était vicié, immobile depuis des décennies. À l'intérieur, la lumière de la lampe torche de Lucia éclaira une silhouette voûtée, maigre, emmitouflée dans des vêtements superposés et des couvertures en lambeaux. Une femme peut-être la fin de la trentaine ou la quarantaine, les yeux écarquillés, les cheveux emmêlés, la peau pâle et translucide après des années sans soleil. Elle cligna des yeux et se protégea le visage, trop brillant. Elle murmura trop vite, « Comment t'appelles-tu » La femme tremblait, serrant quelque chose contre sa poitrine, un carnet relié en cuir, dont les bords étaient craquelés par le temps. « On m'appelait Silence, dit-elle. Mais ce n'était pas moi. »« Tu te souviens de ton vrai nom » demanda doucement Lucia. La femme la fixa un long moment, puis murmura, « Camilla. » Camilla Léon. La gorge de Lucia se serra. La fille sur les polaroïds, le nom sur le bracelet, la voix sur la cassette, et maintenant, vivante. De retour à l'hôpital, les médecins travaillaient en silence. Camilla parlait à peine lors de l'évaluation initiale, ses réponses étaient lentes, prudentes, comme si elle doutait de la réalité du monde qui l'entourait. Nuria était assise en face d'elle dans la salle de réveil silencieuse, l'observant, les yeux embués de larmes. « Tu te souviens de moi » demanda-t-elle doucement. Camilla tourna la tête, les lèvres entr'ouvertes. « Tu avais le ruban rouge » murmura-t-elle. Nuria sourit malgré la douleur. « Tu me le tressais. » Camilla tendit la main, hésita, puis posa le cahier sur le lit entre elles. « Ils m'ont fait tenir des registres » a déclaré Camilla. « Ils pensaient que j'étais obéissante, mais j'écrivais aussi la vérité, dans les marges, en code, comme nous le faisions en cours de mathématiques. » Lucia prit le journal avec précaution et l'ouvrit à la première page. On aurait dit des notes de sermon, des passages et des réflexions, des versets griffonnés, des mantras du culte. Mais dans les coins, des chiffres, des formes, des dates et des noms. Carlos, enlevé du sanctuaire, 1988. Il n'est pas revenu. Maria s'est échappée lors d'un incendie, présumée morte, non confirmée. Sergio aux trappes cassées, pas de récupération. Joël obéissant, transféré.
Nuria impunie, mémoire effacée, martenue, en attente. Chaque entrée devenait plus sombre, plus fracturée, jusqu'à la dernière. Si quelqu'un trouve ceci, ne nous ramenez pas simplement en arrière. Faites-nous avancer. Aidez-nous à redevenir réels. Cette nuit-là, Lucia était assise, le journal sur les genoux, feuilletant les pages chacune une carte de survie, de résistance, d'une enfant devenant une femme dans l'ombre, et d'un système conçu pour effacer toute trace de ce que ses enfants avaient été. Mais Camilla n'avait pas oublié. Et Nuria non plus. Et Adrian aussi, malgré tout, les avait conduits ici, les derniers survivants. Mais étaient-ils les seuls? Le lendemain matin, Adrian se tenait aux côtés de Lucia sur la crête, scrutant les bois en contrebas. Les archives mentionnaient un deuxième tunnel, raconta Lucia, un tunnel qui ne fut jamais découvert. Adrian hocha la tête. L'aîné en parlait comme d'un mythe d'une issue, mais je crois que ce n'était pas une échappatoire. Je crois plutôt que c'était une cachette. Pourquoi faire? Demanda Lucia. Pour ceux dont ils n'ont jamais voulu que le monde connaisse l'existence. De retour à l'hôpital, Camilla se réveilla aux premières lueurs du jour. Nuria s'était endormie dans le fauteuil à côté d'elle, la main posée sur le bord du lit. Camilla tourna le visage vers la fenêtre. Dehors, le matin se levait, elle n'avait pas vu de lever de soleil depuis près de 30 ans. Quand elle parlait, sa voix était à peine un souffle, ce n'est pas encore fini. Le tunnel final n'était indiqué sur aucune carte, mais le journal de Camilla en détenait la clé, enfoui dans des marges codées et disséminées dans de faux vers. Lucia en reconstitua le sens, 3 arbres de pierre, un ruisseau qui se divisait sans jamais se rejoindre, et un X rouge dessiné sur une courbe creuse au coude de la rivière. Adrian lui avait dit un jour que la forêt au nord du lac Amancé était criblée de gouffres, certains naturels, d'autres creusés par l'homme. Lucia suivit la carte à l'aube. Le lit de la rivière était bas en raison de la saison sèche, révélant un calcaire sombre et des racines tortueuses. Des oiseaux gazouillaient au-dessus de nos têtes, mais la forêt semblait silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Lucia traversa des rochers glissants jusqu'à ce qu'elle les trouve, 3 grands arbres pétrifiés regroupés sur une crête. Elle se plaça entre eux et regarda en bas. La rivière s'était divisée à cet endroit autrefois large, elle se divisait maintenant en 2 fourches étroites. L'une d'elles bifurquait dans la pierre. Là, comme le dessinait le journal, se trouvait une dépression dans le sol, presque circulaire, couverte de mousse et de branches. Lucia la dégagea doucement. En dessous se trouvait une trappe en acier, fondue par le temps mais toujours intacte. Une légère gravure sur le bord, usée presque lisse, indiquait « TS2 Transfer Station 2 ». Ses doigts caressèrent le métal tandis que sa voix chuchotait, pour ceux qui n'ont jamais voulu que le monde trouve. Avec des renforts quelques minutes derrière elle, Lucia força l'écoutille. Un courant d'air froid s'en échappa sec et amer, teinté de moisissure et d'une légère touche métallique. Le puits était étroit, renforcé de béton, et descendait sur près de 6 mètres avant de s'aplatir dans un étroit couloir. Ses bottes résonnèrent lorsqu'elle s'enfonça dans le passé, l'air était encore trop. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur n'était pas exactement une prison, mais une véritable préservation. 10 pièces, chacune pas plus grande qu'un dressing. Certaines contenaient des lits, d'autres seulement des matelas. Quelques-unes arboraient des dessins grossiers au mur, des bonhommes allumettes se tenant la main, des soleils aux rayons vifs et la silhouette d'un bus disparaissant au-dessus d'une colline. Mais il n'y avait pas d'enfants, seulement des vestiges. Elle entra dans une pièce centrale, plus grande et voûtée. Là, disposés en cercle serré, se trouvaient 15 petits bureaux, tous tournés vers l'intérieur. Chacun portait une plaque nominative, Lucia en reconnaissait certains, d'autres non. Au centre du cercle, sous une coupole de verre poussiéreuse, se trouvait une vitrine verrouillée. Lucia brisa délicatement la vitre et en sortit un livre. La couverture était en cuir noir uni, usé et souple. Lorsqu'elle l'ouvrit, son souffle se coupa. À l'intérieur se trouvait le programme final, des leçons dactylographiées, des notes manuscrites et des marges remplies de gribouillis incohérents ou des mots répétés à l'infini. L'obéissance et la sécurité.
La mémoire et le danger. Le passé et la contamination. L'avenir et la correction. Chaque page devenait plus instable, les notes défilaient de mains différentes, certaines enfantines, d'autres fermes. Un nom répété encore et encore, Clara. Puis barré. Puis réécrit. Sur la toute dernière page, Clara n'a pas oublié. Clara a couru. Clara a vu ce qu'ils ont fait dans la salle 6. La salle 6 est scellée. Lucia se tourna vers sa radio. Demande équipe de recherche possible chambre cachée à côté du bâtiment principal. Cherchez la chambre 6. Des parasites crépitèrent. Bien reçu. Ils trouvèrent la chambre 6 derrière un faux mur. La porte était murée et scellée dans du béton. Il leur fallut des heures, mais lorsqu'ils la franchirent enfin, l'air les frappa comme une vague de temps déréglé. À l'intérieur, pas de lit, pas de fenêtre, juste des photos, des centaines. Des enfants en uniforme, agenouillés, debout en rang, le visage impassible. Puis, au centre du mur du fond, une fresque peinte à la main. Elle représentait une fille courant à travers les arbres, les bras tendus, le visage tourné vers la lumière. En dessous, on pouvait lire « Clara s'est souvenue. Elle a laissé la lumière allumée pour nous ». De retour à l'hôpital, Camilla se redressa tandis que Lucia déposait devant elle la photo de la chambre 6. Les larmes lui montèrent aux yeux. C'était elle, murmura Camilla. Clara. Elle était plus âgée que nous, silencieuse. Elle n'a jamais participé au chant. On disait qu'elle avait disparu en 3e année. S'est-elle échappée? Demanda Lucia, et Camilla secoua la tête. Elle n'essayait pas de s'échapper. Elle leva les yeux, elle essayait de laisser une porte ouverte. Cette nuit-là, Lucia se tenait au bord du lac Amanesé. Les étoiles scintillaient à la surface. 15 enfants avaient été enlevés, 3 étaient revenus. Mais maintenant, il y avait des preuves que d'autres avaient survécu, ne serait-ce que pour un temps. Les dernières entrées du journal, la fresque, le message enregistré, tout indiquait une vérité impensable. Certains disparus ne sont jamais morts, ils ont simplement disparu dans un endroit que le monde n'aurait jamais dû voir. Et au moins l'une d'entre elles, Clara, s'était battue pour qu'on se souvienne d'elle. La fresque hantait Lucia, le visage de la jeune fille, peint par Clara dans des volutes de bleu et d'or, les bras tendus comme pour voler. Elle était plus âgée que les autres sur les photos, peut-être 14, peut-être 15. Sa présence dans la pièce scellée suggérait quelque chose de différent chez elle. Clara n'avait pas été une victime, elle avait été un témoin, peut-être même une lanceuse d'alerte. Lucia est retournée au commissariat et a rouvert un dossier oublié, les transferts de pupilles de l'État, de 1991 à 1993. Des dizaines d'enfants, dont on ne connaît pas le nom, ont été relogés après la faillite de 2 foyers d'accueil non agréés en Californie du Nord, tous avec des dossiers médicaux effacés et des formulaires d'admission expurgés. Une entrée est ressortie, une fille, âgée de 13 à 15 ans, amenée sans se souvenir de son nom, placée en foyer d'accueil temporaire, décrite comme émotionnellement déconnectée mais en bonne santé physique. Elle a refusé de parler pendant sa première année. Son prénom d'admission était Jane Doe numéro 19, rebaptisée plus tard Martha Elias, adoptée en 1994 par un couple de Lago Amanesé. Lucia se laissa aller en arrière sur sa chaise, son cœur battait la chamade. Clara ne disparut pas, Clara devint Martha. Martha Elias tenait la librairie en ville, calme, gentille, la quarantaine, connue pour sa voix douce et sa mémoire débordante, capable de se rappeler les préférences de lecture des clients des années auparavant. Lucia lui avait parlé des dizaines de fois, emprunté des livres, posé des questions sur l'histoire locale. Pas une seule fois elle n'avait soupçonné quoi que ce soit. Elle se rendit directement à la boutique. Martha se tenait derrière le comptoir, étalant une pile de livres de poche d'occasion, les cheveux relevés en un chignon lâche, lunettes sur le nez. Lorsqu'elle leva les yeux et aperçut Lucia, elle sourit poliment. « Shérif, le rayon mystère a été très chargé cette semaine. » Lucia s'approcha d'une voix douce. « Martha, sais-tu qui est Clara ?» La femme se figea. Lentement,
son regard croisa celui de Lucia un instant, un éclair de reconnaissance, puis elle murmura, « Non, je devrais ?» Lucia posa la photo sur le comptoir, la fresque, la fille qui courait. Les mains de Martha se mirent à trembler. Je rêvais d'elle, dit doucement Martha. Je croyais qu'elle était inventée, une histoire que je me racontais. Elle disait des choses que je ne comprenais pas, sur les noms, sur les tunnels, sur l'oubli. Sa voix se brisa. Je pensais que c'était un traumatisme vécu par quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais cru que c'était le mien. Lucia posa doucement sa main sur celle de Martha. Elle était à toi. Tu n'as pas seulement survécu, tu as essayé de laisser une lumière allumée. Martha pressa ses doigts sur ses lèvres, les larmes aux yeux. J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Ils nous ont dit que si on partait, personne ne nous croirait, que le monde ne voulait pas de nous. Ils avaient tort, dit Lucia. On t'a retrouvé. Plus tard dans la soirée, Lucia emmena Martha rencontrer Camilla. Dès que la porte s'ouvrit, Camilla se redressa. Les deux femmes se fixèrent, l'une figée dans le passé, l'autre ayant construit une vie en dehors. Puis Camilla murmura, « Clara ». Martha lui répondit, « Camilla ». Elles s'étreignirent, d'abord lentement, puis violemment. Des larmes coulèrent, mais personne ne dit grand-chose, le silence entre elles n'était pas vide. C'était la preuve qu'elles avaient enduré. Adrian est venu le voir le lendemain matin. Il se tenait au bord de la chambre d'hôpital, incertain d'être le bienvenu. Camilla lui a fait un signe de tête. « C'est grâce à toi qu'ils n'ont pas tous été oubliés, » a-t-elle dit. « J'avais trop peur de partir, » répondit-il. Martha le regarda attentivement. « Peut-être, mais la peur nous a maintenus en vie. » Puis elle fouilla dans son sac et en sortit une photo que les enquêteurs avaient récupérée dans la salle 6, mais qu'ils n'avaient pas su identifier. Elle montrait un groupe d'enfants plus âgés debout près du pied d'un arbre. Un garçon en particulier se tenait légèrement à l'écart, les yeux baissés, les épaules raides. Adrian le fixait du regard. « Je pensais qu'ils avaient brûlé ça, » murmura-t-il. « Tu te souviens de ton nom, » dit Martha. « C'est plus que la plupart. » À la fin de la semaine, Lucia avait tout rassemblé, les journaux, les photos, la réplique de la fresque, les messages enregistrés, les effets retrouvés. Elle a rédigé un rapport officiel intitulé Le Lago Amansé 15, une affaire rouverte. Il faudrait des mois, voire des années, pour que toute la vérité éclate. L'État enquêterait sur ce qui avait été oublié. Les familles se manifesteraient, certaines porteraient plainte, d'autres seraient en deuil. Mais d'autres, comme Nuria, Camilla et Martha, avaient un objectif différent, créer une fondation pour les enfants perdus, pour ceux qui n'ont pas été entendus, pour ceux dont les noms avaient été effacés mais qui ont été retrouvés. Par une chaude matinée de printemps, Lucia retourna au lac. Le soleil scintillait à la surface, des canards passaient silencieusement sur l'eau. Un petit panneau en bois se dressait maintenant au bord du quai. On pouvait y lire. À la mémoire des disparus. À ceux qui ont attendu en silence, vos noms restent gravés dans notre mémoire. Elle s'agenouilla et plaça un polaroid sous le panneau, celui de la vieille fresque, la fille courant vers la lumière. Puis elle se leva, car il y en avait d'autres dehors, et peut-être seulement certains attendaient encore. 3 mois plus tard, le calme régnait à nouveau dans la ville de Lago Amansé. Les touristes allaient et venaient, l'école rouvrait. L'affaire des enfants disparus avait fait la une des journaux nationaux, et derrière tout ce vacarme, la ville reprenait peu à peu son souffle. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, les blessures n'étaient pas encore complètement cicatrisées. Nuria fut la première à partir, elle s'installa à Seattle, commença à suivre des cours et peindre à nouveau quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle était petite. Sa première toile était la fresque que Clara avait peinte dans la chambre 6. Il ne s'agit pas seulement de survivre, a-t-elle dit à Lucia avant de partir. Il s'agit de créer quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Kimi choisit de rester. Elle vivait dans une petite maison à l'orée du bois. Les habitants étaient bienveillants, certains se souvenaient de son nom sur de vieilles listes de prières, d'autres de sa mère.
Elle allait au lac chaque semaine et déposait une fleur sur le panneau en bois. Elle n'apportait jamais son journal, mais toujours sa voix. Parfois, elle parlait simplement aux arbres à voix haute, des noms, des vrais. Martha retourna à sa librairie, mais elle ne vendait plus seulement des histoires, elle organisait désormais des ateliers gratuits pour les jeunes, des espaces de tranquillité pour ceux qui n'avaient ni foyer ni souvenirs sûrs. Chaque vendredi, elle servait du thé et lisait à voix haute des livres choisis par les enfants. Personne ne lui posait de questions sur son passé, mais parfois, pendant les pauses, elle traçait du doigt le contour d'une fresque murale dans l'arrière-boutique. Quant à Adrian, il quitta la Go-Amansé discrètement sans dire au revoir, sans adresse. Lucia trouva plus tard un mot glissé sous la porte de son bureau. Il y a plus que ça. J'ai entendu des rumeurs d'autres villes, d'autres enfants. Je n'étais pas assez courageuse à l'époque, peut-être que je peux l'être maintenant. Collée sur la lettre se trouvait la photo d'un bus, vieux, rouillé mais familier. Au dos, un seul mot, Arcadia. Lucia gardait la lettre dans le tiroir de son bureau. Elle n'ouvrait pas de nouvelles valises, pas encore, mais parfois, la nuit, quand le vent faisait bruisser les arbres devant sa fenêtre, elle pensait à ce nom, à ceux qu'ils avaient trouvés et à ceux qu'ils n'avaient pas trouvés. Elle levait les yeux vers les étoiles au-dessus du lac Amansé et se demandait combien de noms le monde avait oubliés et combien n'attendait encore que quelqu'un comme Camilla, Clara ou Lucia se souviennent.